Donc nous accueillons maintenant Rose Dur, que nous connaissons bien à l'Institut, chargée de recherche, doctorante contractuelle CIFRE, qui est attachée au pôle conservation de l'Institut pour la photographie, mais qui a su aussi se rendre indispensable pour un projet que nous avons fait sur le livre Photo Jeunesse récemment. Donc je passe maintenant la parole à Rose sur son sujet de recherche de doctorat. Merci beaucoup Anne et merci à Bertrand Tillier et Emmanuel Fructus pour cette invitation. Merci, plus proche, pardon, comme ça va. Merci aussi bien sûr à mes collègues de l'Institut et aux Archives nationales du monde du travail de nous recevoir aujourd'hui. Donc effectivement, je vais vous présenter une élaboration, quelques hypothèses à partir de mon terrain de recherche, dans une communication que j'ai appelée d'un titre pas très lisible, j'en suis désolée, qui est donc l'absence des photographes ambulants dans les collections de photographies anonymes, un révélateur des modes de construction de l'histoire de la photographie. Donc, comme ça a été très bien pointé aujourd'hui dans toutes les interventions, je crois, ces photographies faites par les ambulants, elles sont complètement disséminées et elles sont donc difficiles à repérer, à identifier, à connaître, sauf quand, comme Emmanuel Fructus, on passe son temps sur les marchés, qu'on a le temps de voir tellement d'images qu'on arrive à les identifier en prenant ce temps, mais sinon c'est assez compliqué. Mais pourtant, c'est des photographies qui sont des objets communs qu'on va retrouver, enfin qu'on suppose retrouver dans de nombreux albums de famille, dans des greniers, dans des maisons à vider. Et donc, si on les retrouve à ces endroits-là, on les retrouve aussi dans un autre endroit qui est le marché, puisque le marché se fournit dans les maisons à vider, dans les albums et dans les greniers. Alors, le marché dont je parle, c'est le marché de la photographie dite anonyme ou vernaculaire. Alors, aujourd'hui, vous m'en voudrez pas, je prends ces deux termes, anonyme, vernaculaire, associés à la photographie comme des synonymes. C'est une facilité et ces points de terminologie seraient évidemment à discuter en détail, mais ce n'est pas tout à fait mon propos ici. On pourra néanmoins en reparler si vous le souhaitez. Et donc, ce marché de la photographie anonyme et vernaculaire se structure progressivement en France à partir des années 80-90. Mais donc, malgré la présence des ambulants dans les caisses des brocanteurs, où vont se fournir les collectionneurs, eh bien, les photographies des ambulants, elles semblent ne pas faire partie des collections privées de photographies anonymes. Ou, pour être plus précise, elles peuvent y apparaître, mais de manière, là aussi, disséminée, c'est-à-dire que ni le marché ni les collectionneurs n'ont fait de ces photographies une catégorie d'intérêt. Je mets Emmanuel Fructus à part, évidemment. Malgré l'ampleur supposée du phénomène, donc, la photographie des ambulants est restée non seulement dans l'ombre de l'histoire de la photographie, mais aussi du marché et des collections de la photographie anonyme. Donc, c'est cette absence, en fait, de la photographie des ambulants que je voudrais interroger aujourd'hui et essayer de comprendre le pourquoi de ce possible désintérêt. Oula, ça va un peu vite. Voilà. Je voudrais faire d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite précision méthodologique, puisque je mène une enquête ethnographique en France, en Belgique francophone et en Suisse francophone depuis 2022 dans le cadre de ma thèse. Et dans le cadre de cette enquête, je me suis particulièrement intéressée au marché et au phénomène de collection des photographies anonymes. Mon terrain est multisitué, donc je me déplace finalement je suis moi-même une ambulante, si je puis dire, pour aller voir ces marchés. Et donc c'est sur les données de mon enquête que vont s'appuyer cette communication. Et je me suis aussi penchée sur des ouvrages qui présentent des collections de photographies anonymes, des collections privées, qui me servent un peu à historiciser mon propos. Et ces livres datent des années 1980 à 2018. Il s'agit de livres français, mais aussi états-uniens, anglais, allemands. Je me permets ces incursions géographiques non francophones, puisque ce sont des livres que je retrouve sur mon terrain. La plupart m'ont été présentés par des collectionneurs eux-mêmes. Donc ça reste dans le cadre de mon enquête.
Donc, pour revenir à mon sujet, pourquoi donc les photographes ambulants ne constituent-ils pas une catégorie du marché et des collections de photographies vernaculaires? Alors, la première hypothèse qu'on peut poser est celle de l'ignorance, puisque c'est une pratique méconnue ou oubliée, qu'on ne sait pas très bien identifier, on identifie mal les images. Alors ça, c'est en partie vrai, et pour ça, j'ai notamment repéré des textes qui accompagnent des photographies, des collections de photographies dans des livres. Ici, c'est un extrait d'un texte d'Anne-Marie Gara dans un catalogue du Musée de la Poste de 1992. C'est une exposition qui s'appelait « Regard très particulier sur la carte postale », où était présentée notamment la collection de cartes postales photographiques de Pierre-Marc Richard, qui est un collectionneur plutôt de photographie 19e, mais qui avait aussi des cartes photos du début 20e. Et l'autrice Anne-Marie Gara nous dit que ce sont principalement des photographies d'amateurs anonymes. Or, si on regarde les 5 photographies qui sont présentées dans le livre, comme c'est grand, c'est assez lisible, on peut percevoir qu'au moins... On peut supposer, en plus au vu de ce qu'on a vu dans la journée, qu'au moins 3 d'entre elles sont faites par des ambulants ou des forains, et probablement la 4e aussi. Il y en a probablement celle tout en haut à gauche, c'est potentiellement un amateur, mais pour le reste, ça ressemble plus aux pratiques qu'on a vues exposées aujourd'hui. Un autre exemple qui va dans le même sens, avec une citation cette fois qui vient d'un livre, d'un catalogue d'exposition de la National Portrait Gallery à Londres de 2005, ah non, pardon, je me suis trompée, c'est un autre livre, c'est un livre états-unien de 2005, qui montre une collection de real photo postcards, donc des cartes postales photos, qui sont de vraies photos et non pas des reproductions, et qui nous dit que c'est des photos qui sont faites par des amateurs DIY à la maison et que n'importe qui peut le faire. Et parmi les images qu'on retrouve dans ce livre, il me semble qu'on peut identifier que ce sont plutôt des images faites par des ambulants qui seraient donc plutôt des professionnels. En tout cas, il y a un mélange, mais dans l'introduction, on nous dit que c'est quand même principalement des amateurs. Donc voilà, ça renforce cette hypothèse plutôt de l'ignorance. Mais cette ignorance, elle n'explique pas tout, puisque cette pratique, elle est aussi quand même décrite, ou en tout cas évoquée dans certains livres. Donc là, il y a effectivement le catalogue que je mentionnais de la National Portrait Gallery, pareil, d'une collection de real photo postcards qui était exposée et qui nous dit « Le photographe de rue itinérant allait de maison en maison et photographiait les gens. » Voilà. Et dans un autre livre, cette fois allemand, de Tim Stahl, qui date de 2009, il parle très clairement du Wanderfotografen, qui veut dire le photographe qui se promène, donc le photographe ambulant. Donc il y a comme ça, à des moments, on se dit, bon, il ne savait pas, à d'autres endroits, c'est très clair qu'il savait. Et en fait, il y a quand même aussi une évolution de la connaissance, puisque là, j'ai choisi 2 exemples qui viennent de 2 livres différents, qui ont été édités par le même historien, qui est Clément Chéroux. Le premier, il est en collaboration avec Ute Eskilten, pardon si j'ai probablement écorché ce nom, et dans le premier qui date de 2007, on nous dit c'est une photographie d'un photographe de studio inconnu, et dans le second exemple qui date de 2013, c'est un photographe forain anonyme. Donc on peut supposer qu'il y a eu peut-être une évolution de cette connaissance sur les pratiques photographiques. Mais voilà, la connaissance des pratiques ambulantes en général semble pas tout à fait être une hypothèse qui tienne, enfin la connaissance ou l'ignorance, être une hypothèse qui tienne pour expliquer cette absence des ambulants dans les collections de photographies anonymes. Et d'autant plus que, en fait, sur le marché, parmi les collectionneurs, des catégories des ambulants apparaissent clairement identifiées. Alors il y a effectivement les photographies sur les balances que je n'ai pas pris comme exemple ici, mais il y en a plein. Mais donc là j'ai sélectionné 4 exemples de photographies identifiées par le marché qui sont clairement des photographies d'ambulants. Donc il y a les fameux marcheurs faits par les photofilmeurs qu'on retrouve et qu'on a déjà beaucoup vu aujourd'hui, qui vont intéresser des artistes, des collectionneurs. Là je vous ai mis comme exemple
une exposition de 2012 qui a été présentée à la Conserverie à Metz et qui était une exposition d'après un appel et des prêts de particuliers et de collectionneurs. Mais il y a aussi une artiste qui s'appelle la documentation Céline Duval, que j'ai eue au téléphone il n'y a pas longtemps et qui a, elle, beaucoup travaillé jusqu'en 2012 environ autour de la photographie anonyme et qui m'a tout de suite parlé de la catégorie des marcheurs. Et puis en avril 2025, quand j'étais à Bruxelles, j'ai rencontré sur le marché du jeu de balle, donc les puces, une marchande qui, elle, achète pour revendre et qui m'a dit « Dès que je vois des marcheurs, je les achète, c'est systématique parce que ça se vend très bien ». Donc voilà, ça c'est un premier exemple clairement identifié de photographie d'ambulants qui existent sur le marché. Il y a aussi les devantures de magasins, de boutiques, on en a vu plusieurs. Alors là, comme exemple, je vous ai mis à nouveau Clément Chéroux dans son essai vernaculaire qui parle de ces photographies de boutiques. Et j'ai choisi aussi de vous mettre des extraits du marché, alors cette fois le marché en ligne, pour vous montrer un peu quelques exemples de prix que peuvent atteindre ces photographies de boutiques, et c'est des objets qui sont plutôt très recherchés. Alors il y a aussi des photos qui sont moins chères, mais ça peut monter relativement haut, et en tout cas plus haut qu'une simple photo banale, ce qui veut dire quand même que le marché les a identifiés. Et quand je dis une simple photographie banale, c'est-à-dire que le marché ne l'a pas identifié comme quelque chose d'intéressant et où les collectionneurs ne l'ont pas identifié, et donc ça n'a pas vraiment de valeur marchande établie avec des références, et donc ça se vend plutôt quelques euros que quelques dizaines d'euros. Le troisième exemple, c'est quelque chose qu'on a vu aussi, ce sont les fonds peints qui sont placés en extérieur, dans des lieux touristiques ou dans un contexte forain. Donc là, ce sont des exemples trouvés à nouveau dans des livres. Le premier avec la marine, c'est toujours le catalogue de la National Portrait Gallery, et les autres exemples viennent de deux ouvrages de Clément Chéroux, puisque Clément Chéroux, vous le savez peut-être, s'est beaucoup intéressé à ces photographies foraines. Et un autre exemple de photographie foraine qui, là aussi, a beaucoup été collectionné, qui est toujours beaucoup collectionné et qu'on a vu aussi aujourd'hui, c'est les tirs photographiques. Que là, je me suis un peu amusée à essayer de voir. Alors, je ne sais pas si c'est la première apparition en France d'un tir photographique de manière publique, mais en tout cas de ressortir cette couverture d'études photographiques de numéro 16 de mai 2005, où apparaît une photographie issue d'une collection privée, nous dit la légende sur le site Open Edition de la revue, avec un tireur. Et ce même tireur apparaît un peu plus tard. Alors là, je n'ai pas légendé parce que c'était un peu petit, j'avais plus beaucoup de place, apparaît dans deux livres ici. Le premier, c'est Shoot, le catalogue de l'exposition de Clément Chéroux à Arles en 2010 qu'a évoqué Sylvain. Et le second, c'est Vernaculaire, l'essai de Clément Chéroux de 2013. Ici, vous avez en 2006 en fait, je dis ici, mais je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non, absolument pas, mais ce n'est pas grave. En dessous de la couverture d'études photographiques, vous avez un extrait de l'index de la revue en 4 images de documentation Céline Duval, cette artiste que j'ai mentionnée, qui publiait une revue qui était simplement un papier plié en deux sur lequel il y avait donc 4 images, une image par face de papier, et qui a fait en mars 2006, un numéro sur le tir photographique. Au milieu, un extrait du site internet de la Galerie Lumière des Roses qui explique qu'en 2006, ils ont présenté des tirs photos à Paris Photo. Ensuite, ceux qui sont vignettés de manière ovale, ça vient du catalogue que je mentionnais tout à l'heure de Clément Chéroux et Ute Eskildsen, qui était un catalogue d'une exposition au Jeu de Paume et au Fotostiftung Schweiz de Winterthur, qui présente aussi des tirs photos. Et puis les deux images, la couverture et puis celui qui s'appelle Le Petit Soldat, viennent de ce petit livre qui s'appelle La photographie qui fait mouche, qui date de 2009 et qui présente là aussi des tirs photos. C'est un livre de Clément Chéroux. Donc voilà pour ces 4 exemples que j'ai eu envie de décliner de photographies qui ne sont pas dites ambulantes, mais qu'on peut identifier comme des pratiques d'ambulants. Donc,
Parfois, dans ces cas-là, on mentionne l'activité du photographe comme un ambulant ou un forain, mais ce n'est pas ce qui intéresse principalement, c'est à chaque fois ni le sujet de la collection, ni le sujet du livre, et ce n'est pas sous cette catégorie d'ambulant ou de forain qu'elles sont rassemblées. Ce sont des motifs esthétiques et formels qui viennent motiver la collection ou la présentation dans un livre. Et donc c'est l'effet produit par l'image, ce qu'elle montre, et non pas comment elle a été faite, qui va intéresser au moins dans un premier temps. Et c'est ce qui va pousser, c'est ce motif esthétique qui, la plupart du temps, va pousser à les rassembler, à les collectionner, et donc à en faire des catégories du marché. Et donc cet intérêt pour le motif, qui est avant tout un intérêt formel et esthétique, me semble aller dans le sens... Dans le même sens que la manière qu'on a de regarder la photographie en France, au moins depuis les années 70-80, c'est-à-dire depuis la légitimation institutionnelle de la photographie en France. Puisque celle-ci s'est faite selon des critères esthétiques, avec la volonté principalement de faire entrer la photographie dans le champ de l'art. Et de fait, l'histoire de la photographie, elle a depuis, principalement, je dis principalement parce qu'il y a évidemment des exceptions, été écrite et regardée comme une histoire de l'art qui reste aujourd'hui majoritaire, notamment en France, mais pas seulement. Donc c'est en rejouant les critères de l'histoire de l'art et des courants artistiques que les photographies anonymes ont été et sont regardées, au moins depuis les années 70. Et c'est donc sous l'angle du chef-d'œuvre ou éventuellement de l'inquiétante étrangeté propres aux surréalistes, qu'elles sont le plus souvent considérées, et l'accent est largement mis sur l'originalité du cliché, ce qui semble aller à l'encontre des spécificités de ces images, puisque, comme on l'a vu, ce sont des images très répétitives, mais ces spécificités, cette originalité du cliché, eh bien, ça va totalement dans le sens d'une écriture, d'une histoire de l'art. Mais pour faire une histoire de l'art, il y a quand même quelque chose qui manque ici, c'est l'auteur, puisque ces photographies sont dites anonymes. Pourtant, paradoxalement, il me semble que cette catégorie de l'anonyme, elle va pouvoir aller dans le sens de ces considérations artifiantes des photographies, puisque quand on coupe la photographie de son auteur et en la déclarant anonyme, au-delà du rapport au surréalisme et à l'art conceptuel que ça va évoquer, eh bien, c'est le pouvoir esthétique de l'image qui est mise en avant, ce que Maxime Boisdy appelait le regarder les images à la manière d'une œuvre ouverte, et c'est exactement ça qui se passe. Et d'ailleurs, dans l'œuvre ouverte, il y a œuvre, c'est sans doute pas tout à fait un hasard par rapport à cette histoire de l'art. Et donc le détachement du producteur de l'image, dont l'intention n'est souvent pas artistique, ce qui va poser un problème de définition à l'histoire de l'art de la photographie, eh bien cela permet de ne pas considérer les pratiques et usages sociaux de la photographie dont elle découle. Et c'est ce qu'on a vu un peu aujourd'hui, ces usages sociaux ont au contraire plutôt été bien détaillés aujourd'hui. Et donc ça permet de mettre l'accent non pas sur le créateur de l'image ou le producteur de l'image, mais sur le regard et sur l'agentivité artistique du découvreur de l'image. Alors, à rebours de cette anonymisation et de cette absence d'auteur, je voudrais évoquer un dernier exemple pour cette communication, qui est un exemple un peu plus récent. C'est une publication d'un ensemble de photographies d'un photographe ambulant. C'est un exemple plus récent, donc qui date de 2018, qui est un livre intitulé « To Heaven », qui a été édité par le collectionneur de photographie vernaculaire Jean-Marie Donat. Donc c'est un corpus qui a été fait par un même producteur dont Emmanuel nous a montré quelques images ce matin, qui s'appelle François Gabriel et qui était posté donc au pied des escaliers de la rue Muller à Montmartre, qui posait donc son appareil toujours au même endroit. Et dans ce livre, donc on voit plusieurs photographies qu'il a réalisées, et les photographies et sa pratique sont aussi décrites et racontées dans l'ouvrage. Et donc la pratique, elle est bien valorisée en tant que telle, c'est-à-dire qu'on nous explique que c'est une pratique d'ambulant, mais elle s'accompagne aussi d'un discours qui me semble très artifiant, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le livre, il y a un nom, c'est le nom de François Gabriel, qui apparaît donc comme l'auteur des photographies, mais aussi peut-être du livre, et c'est ce que vient confirmer le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, puisque quand on va chercher cet ouvrage, eh bien, le premier nom qui ressort comme auteur, c'est François Gabriel. Et puis, surtout, le texte va mettre l'accent sur des éléments qui rattachent sa pratique
à un art photographique et donc à une histoire de l'art, puisqu'on nous dit qu'il a une singularité. Donc ce qui singularise François Gabriel, c'est le protocole qu'il met en place dans les escaliers de la rue Muller. C'est sans doute là toute l'originalité de son travail, son obsession pour cet espace situé juste en bas de chez lui. Son dispositif photographique ne variera pas, et à la fin on nous parle même de la mise en scène qu'il met en place pour que chacun, chacune se retrouve bien dans l'image. Donc, on a l'auteur, on a l'ensemble du corpus, mais on a quand même du mal à se détacher de ces critères de l'histoire de l'art et à positionner ces photographies comme potentiellement ennuyeuses, et je dis ça sans que ce soit une critique négative, simplement il y a une répétition qu'on transforme en quelque chose d'original, plutôt que de voir que c'est quelque chose de massif et de répété, et qui va caractériser François Gabriel, mais aussi d'autres types de photographes. Donc, un autre point intéressant, c'est que ce texte que j'ai cité, c'est une transcription donc par l'éditeur du livre et collectionneur Jean-Marie Donat, des propos croisés de deux personnes qui ont œuvré à la reconnaissance de ces photographies, la petite fille du photographe, Hélène Guillon-Gabriel, et celle qui a rassemblé le fond à travers les brocantes avant de le proposer à Jean-Marie Donat, si j'ai bien compris l'histoire, qui est Emmanuelle Fructus. Cette même Emmanuelle Fructus, qui, depuis de nombreuses années, comme elle nous l'a expliqué, porte son regard et son intérêt sur ces photographies créées par des ambulants qui les achètent, les rassemblent pour participer à l'écriture de cette histoire sociale encore peu explorée de la photographie, jusqu'à co-organiser cette journée d'études qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, je me permets de préciser ça en sa présence, évidemment, puisque vous l'aurez compris, je suis dans un travail ethnographique et que le travail avec Emmanuelle fait partie de mon ethnographie. Je suis donc là un peu dans une double posture entre l'ethnographe et la chercheuse qui restitue son travail. Donc bien sûr, quand je parle du rôle d'Emmanuelle Fructus dans cette mise en avant des photographes ambulants, ce n'est absolument pas une critique, c'est simplement un constat qui me permet d'insister sur un dernier point qui est essentiel, enfin qui m'apparaît essentiel puisqu'il apparaît vraiment central dans mon ethnographie, c'est l'importance des individus, des personnalités, de leur regard, de leur goût et de leur agentivité dans la reconnaissance, dans la découverte et dans la mise en histoire de la photographie, de ses formes, de ses pratiques et de ses usages. Alors, ça peut paraître évident quand on parle des collectionneurs, puisque souvent ils incarnent leur collection de leur nom. C'est aussi le cas pour les marchands, qui vont trouver des photographies, qui choisissent ce qu'ils décident de vendre à leurs acheteurs. Mais c'est aussi vrai pour toute la sphère institutionnelle, qui œuvre à la mise en visibilité et à la reconnaissance de la photographie. Il ne vous aura sans doute pas échappé que plusieurs exemples que j'ai cités sont le fait d'un seul et même historien qui s'appelle Clément Chéroux et qui a fait de ces objets un sujet d'étude à part entière, du moins dans le contexte français. Merci Anne. Donc Clément Chéroux, qui est au cœur de mon étude, je ne me permettrai pas de le qualifier de collectionneur, néanmoins je sais qu'il achètent sur le marché des objets pour, au minimum, les étudier. Donc évidemment, ces acteurs dont je parle sont en interaction constante et certains ont même plusieurs casquettes. Ils s'influencent et c'est eux et elles qui vont façonner l'histoire de la photographie. Ce sont des intérêts, des goûts et des regards individuels portés sur les photographies, leurs usages et leurs pratiques, qui vont orienter des dynamiques plus collectives. Les instances légitimantes, bien qu'elles puissent apparaître comme des entités abstraites, sont en fait, vous le savez tout aussi bien que moi, incarnées par des individus qui vont influencer de leur regard et leurs pratiques les manières de voir et de considérer les photographies. Alors ça peut paraître évident, dit comme ça, mais c'est une idée qui est très rarement mise en avant, mais pourtant elle est loin d'être nouvelle, puisqu'elle est pointée en 1986 dans un texte assez drôle, mais très pertinent de Michel Mello, qui était le conservateur des estampes à la Bibliothèque nationale, qui, donc en 86, dans ce texte, des archives considérées comme une substance hallucinogène, il hallucinait un droit d'auteur sur le travail même de chacun des conservateurs et des archivistes
et il pointe ainsi le rôle central de ces individus qui, à titre personnel, pourraient avoir un droit d'auteur sur les corpus qu'ils rassemblent en tant qu'œuvres composites. Donc, je ne vais pas vous lire le texte, j'ai pointé en gras les points qui me semblaient intéressants, mais simplement pour vous dire que voilà, j'insiste ici sur les individus, mais c'est vraiment une idée très ancienne et très évidente. Dès qu'on rentre dans ce milieu, et aussi en tant que professionnel, c'est quelque chose qu'on voit, mais qui est souvent pas vraiment mise en avant dans le milieu de l'histoire de la photographie. Donc, bien sûr, ce n'est pas le seul facteur d'explication. Hein. Les individus travaillent aussi en collectif et c'est très important de le pointer, mais ce rôle des individus me semble essentiel pour comprendre les modalités d'apparition des photographies, des usages et des pratiques photographiques dans nos considérations historiques sur ce médium. Et donc, pour conclure et pour reprendre de manière un peu synthétique et schématique ce que je viens de vous dire, la relative absence des photographies d'ambulants des collections de photographies anonymes et vernaculaires et du discours qui est produit à leur sujet vient confirmer la prégnance de l'histoire de l'art et du regard formel et esthétique porté sur la photographie dans son parcours de légitimation en France. Les pratiques et photographies des ambulants, à quelques exceptions près, semblent mal se prêter à ce regard, tant ce sont la répétition et l'absence d'originalité qui semblent les caractériser formellement. À moins, comme dans le dernier exemple que je vous ai présenté, que la répétition devienne justement un jeu esthétique et que l'on va enrober d'un titre accrocheur afin d'orienter la lecture des photographies en leur redonnant les qualités et la valeur de l'art. Ce dernier exemple, qui est donc le plus récent, est aussi peut-être le signe du début d'un changement de regard ou d'une ouverture de l'histoire de la photographie à des images plus ennuyeuses, mais surtout à la considération des pratiques et des usages sociaux de la photographie dans l'histoire de la photographie. Quoi qu'il en soit, c'est bien par des individus prescripteurs et prescriptrices, je ne vais pas y arriver, que ces changements semble pouvoir arriver, et en ce sens, cette journée d'études, dans la continuité d'un long travail d'Emmanuel Fructus, mais aussi d'autres regards plus académiques que vous avez en fait entendu aujourd'hui, eh bien, ça me semble être une étape de cette ouverture de l'histoire de la photographie en dehors de l'art. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Rose. Merci. Donc, Rose a terminé, c'est un peu une conclusion aussi qui nous rappelle notre rôle à chacun en tant qu'individu, notre responsabilité. Merci, fait toujours du bien. Moi, j'avais une petite question par rapport à justement ces motifs. Enfin, clairement, c'est vrai que c'est des motifs un peu, parfois, qu'on pourrait catégoriser des collections obsessionnelles. Hein. Enfin, c'est cette répétition et puis cette idée de s'intégrer à un protocole que je mets entre guillemets. Et j'avais une question par rapport au prix, parce que tu nous as montré un exemple, des exemples de prix. Qu'est-ce qui fait valeur, qu'est-ce qui donne une valeur plus ou moins importante à ces photos? C'est aussi l'esthétisation, enfin l'aspect formel? Alors c'est une question qui est assez complexe, parce que ce marché est à la fois un marché qui n'est pas un marché, comme m'a dit un marchand lui-même. Non, mais la photographie anonyme, il n'y a pas de marché. Et en même temps, il y a des critères qui fluctuent dans le temps. Mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que ce qui fait le prix... Alors, j'ai choisi les boutiques et les devantures parce que c'est aussi des objets, j'en ai pas du tout parlé, mais qui intéressent les collectionneurs de cartes postales, puisque les collectionneurs de cartes postales sont souvent des collectionneurs par localité et donc sont à la recherche, justement, par exemple, de la friterie de fourmis, parce que c'est un collectionneur de fourmis que nous a présenté la directrice de l'écomusée de l'Avesnois tout à l'heure. Donc, ça peut être ça qui fait monter les prix. C'est s'il y a des motifs originaux, par exemple, sur les marcheurs. Les marcheurs, c'est un motif très, très répandu, donc c'est pas très cher, on en trouve facilement. Mais si, par exemple, il y a une personne noire qui est marcheuse, ce qui arrive assez peu, eh bien, ça peut faire monter le prix. C'est s'il y a quelque chose qu'on ne voit pas habituellement. La rareté du motif. Alors. Voilà, la rareté du motif, mais qui est toujours une rareté relative, puisque, en fait, on commence à identifier un motif, et en fait, après, on peut le retrouver plein de fois. Mais la première fois, on se dit c'est rare, et puis, en fait, ensuite, il peut s'avérer que c'est pas rare, mais si on croit que c'est rare, on va le vendre cher. Voilà, la rareté, ça s'invente aussi. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, Emmanuel.
Merci Rose pour ton magnifique exposé. Je voulais juste recontextualiser la fabrication du livre de François Gabriel. En fait, c'est parti de 2 collectionneurs qui sont effectivement des collectionneurs de cartes postales. J'ai oublié malheureusement leur nom, je m'en excuse. Et donc qui sont plutôt très âgés et qui ont une connaissance très fine de Montmartre. Donc c'était des collectionneurs de Paris et en particulier de Montmartre. Et en fait, la personne qui nous a donné le nom de François Gabriel, c'est Sylvie Meunier, en fait, qui rentre en contact avec la petite fille via ses collectionneurs aussi. Enfin, je me souviens plus trop de l'histoire, mais ça, c'est comme ça. Et donc Sylvie Meunier avait l'envie de faire quelque chose à un moment avec ces images, elle ne le fait pas. Jean-Marie Donat, on a dû parler de cette collection à un moment, veut faire quelque chose. Et en fait, on est 4 à associer nos collections pour servir le livre de Jean-Marie Donat, mais nous n'avons aucun contrôle vraiment sur le livre. C'est lui qui décide du titre et de la maquette de l'ouvrage. Voilà, petite parenthèse. Aussi par rapport au fait que, effectivement, dans la séduction de cette photographie répétitive, moi j'ai toujours voulu élaborer cette collection, non pas, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure, de manière conceptuelle qui est extrêmement réductrice, mais je voulais juste exprimer une seule chose. En fait, c'était juste par la répétition de montrer que des photographes venaient se poster là, comme François Gabriel, une saison, voire plusieurs années. Ça a vraiment été ça, le moteur finalement de ma collection. Et rien d'autre. Je ne crois pas que... Justement, et ce que j'ai aimé en la fabriquant, c'est que tout à l'heure tu parlais de Pierre-Marc Richard. Évidemment que j'ai une pensée très forte pour monsieur Michel Friseau, pour Gérard Lévy et d'autres qui passaient leur temps dans les marchés aux cartes postales et qui ont se retrouvé dans ces endroits-là. Et donc d'avoir un petit peu, parce que c'est vrai qu'on avait ce lien peut-être marchand aussi aux images, à la collection, et d'avoir pu percevoir qu'on pouvait facilement acquérir ces images pour des prix plus ou moins élevés, hein, quand même, ces images à un moment de l'histoire aussi. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel pour ces compléments très utiles, et notamment sur cette genèse du livre sur François Gabriel. Ça aurait pu être dans le livre, comme ça j'aurais pu le dire, mais c'est bien que ce soit dit ici. Je te remercie. Est-ce qu'il y a une autre question pour Rose ? Merci beaucoup. Alors c'est une question qui est peut-être un peu plus générale en fait, parce que je ne suis pas historienne de la photographie, je suis historienne du cinéma, ce qui va expliquer ma question. Je m'interroge sur l'origine du terme photofilmeur. Pourquoi ce terme apparaît, quand est-ce qu'il apparaît, pourquoi est-ce qu'il est différent finalement de photographe ambulant, et aussi parce que je travaille sur l'histoire du cinéma ambulant et sur l'histoire aussi des films faits par les exploitants qui rejoignent vraiment ce genre de collection, c'est-à-dire des films qui sont des films locaux qu'on prend lors d'un événement et qu'on va projeter dans son cinéma. Enfin, voilà, donc est-ce qu'il y a une fluidité, enfin, d'où vient ce terme, voilà, si vous savez. Alors moi, je ne sais pas, mais je pense que peut-être Emmanuel Fructus peut répondre. Non, Normalement, on a utilisé certains appareils où on pouvait charger de la pellicule cinéma, et c'est pour ça qu'on retrouve ces fameuses bandes. C'est une histoire effectivement avec le cinéma et certains appareils. Voilà. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que pour l'instant, effectivement, c'est pas très clair tout ça. Oui, il n'y a pas de travaux très précis, enfin, à ma connaissance. Il y a un article de Vera Léon dans le numéro 2 de Photographica qui a été mentionné tout à l'heure par Éléonore. Mais je ne sais pas si elle parle vraiment de technique. Et Catherine Clark aussi, voilà. Voilà, donc le numéro de Photographica, le numéro 2. Estelle, tu veux répondre ? Photofilm, ouais. Non ? Ouais. Du cinéma. Alors, il faut quand même passer le micro pour que tout le monde puisse en participer.
à avoir lu les collègues qui ont travaillé sur le sujet, donc Catherine Clark et Vera Léon. Je pense que ça marque quand même une rupture dans la manière d'opérer. Donc tu parlais de la question du film, enfin de la pellicule, mais je pense que c'est aussi un moment, parce que le terme il apparaît vraiment à la fin des années, je dirais, enfin dans les années 1940 et surtout dans les années 1950. Et à un moment où ces photographes, certes, opèrent dans la rue, mais sont souvent rattachés à un lieu qui va permettre de vendre les images et aux gens de récupérer les images. Et donc ça n'explique pas du tout l'emploi du terme, mais en tout cas, le terme désigne une réalité qui change aussi, je pense, et la présence de ces photographes dans l'espace public, que ce soit à Paris ou dans les stations balnéaires ou dans les stations de ski, etc., c'est aussi un moment de cette histoire, en tout cas. Donc c'était une très bonne question. Je peux reposer. Je voulais juste dire quelque chose parce que c'est pas du tout pour glorifier ce que j'ai fait ni rien, parce que ça, je crois que c'est pas mon existence ne se situe pas à ce niveau-là. Mais en fait, j'ai toujours eu le sentiment que par rapport à ce commerce et cette patrimonialisation de la photo de famille, j'ai fondamentalement l'idée que de toute façon, on s'est totalement trompé. Et moi, si j'ai arrêté, c'est aussi pour cette raison. C'est cette course, entre guillemets, au chef-d'œuvre. On voit là cette répétition du tir photographique qui est totalement injuste par rapport à cette immense production, en fait. Et cette fantaisie, cette attirance du motif, cette photo drôle, enfin bref, tout ce registre-là n'est absolument pas le reflet de cette production, en réalité. La photo de famille, c'est ça, mais c'est tout sauf ça, en fait. Et donc, on s'est focalisé comme ça sur certains points extrêmement séduisants, à chacun sa collection, à chacun sa singularité. Mais je pense que, sincèrement, on s'est trompé sur toute la ligne. Bon, alors, il est temps d'arrêter cette journée. Bertrand, bon courage pour la conclusion. Je pense que c'est la conclusion. Non, je voulais vous remercier pour votre communication. Je voulais juste... vous poser une question sur finalement la tradition épistémologique dans laquelle vous vous inscrivez éventuellement, c'est-à-dire parce que les ethnographes ont beaucoup, ont à un moment travaillé sur la photographie, ou ont utilisé la photographie, ou ont fait des collectes de photographie autour des arts et traditions populaires par exemple, mais pas seulement. Donc je voulais savoir si pour vous cette historiographie-là, elle comptait ou si elle n'est pas active, tout simplement? Alors, à vrai dire, pour le moment, elle est assez peu active, mais c'est une bonne piste et je vous remercie de me la donner. Alors moi, je fais de l'anthropologie, mais ce n'est pas ma formation initiale, donc j'ai quelques lacunes aussi en termes d'histoire de l'anthropologie. Mais moi, je m'inscris plutôt vraiment dans une étude des collections et des objets. C'est plutôt dans ce sens-là que ça m'intéresse, mais comme mon objet est la photographie, évidemment, je parle de photographie et j'ai à cœur de réhistoriciser cette photographie, ses pratiques, mais c'est plus si on parle d'épistémologie ou de positionnement, c'est plus par les collections et les objets, le marché, que je m'intéresse à ces objets, justement. Moi, je voulais... poser une petite question sur cette notion de photographie anonyme et photographie vernaculaire. Et merci beaucoup Emmanuel, parce que c'est vrai que pour cette notion de photographie familiale avant tout, enfin, moi, travaillant aux archives nationales, je ne me reconnais absolument pas dans les définitions qu'on fait de la photographie vernaculaire, qui est tout sauf l'art. Mais en fait, c'est toutes les photographies qui sont aux archives nationales, presque, en fait, on va dire. Donc, voilà, je voulais savoir si on pouvait éventuellement parler d'un autre terme, employer un autre terme. Aux archives nationales, il y a énormément de photographies anonymes, avec plein d'usages différents, pas de prescription, puisqu'en effet, les versements sont obligatoires, entrent de manière organique, voilà, dans les fonds. On a tous les usages possibles. Donc, est-ce qu'il y a une définition possible de tout cet ensemble-là? C'est ça. Enfin, je pense que non, en fait. Je ne sais pas si on peut employer un terme global à tout ça. Est-ce que tu as réfléchi à ça ou voilà.
Alors j'y réfléchis, je ne vais pas faire une deuxième communication sur ce sujet, mais ça mériterait. En fait, c'est vrai que ce sont des termes, j'aurais dû le préciser au début, qui s'appliquent au marché et qui viennent du marché et des collections qui sont mon point de départ, même si je m'intéresse au monde institutionnel. Mon terrain commence par le marché et par les collections privées. Et j'ai récemment fait un petit séjour à la Bibliothèque nationale de France dans le département de la photographie, où je me suis rendu compte, c'est pas une surprise, mais où j'ai vraiment vu que la catégorie d'anonyme dans les institutions ne veut absolument pas dire la même chose. Donc effectivement, ça crée une confusion. Quant au vernaculaire, c'est une catégorie fourre-tout qui a l'avantage de créer une reconnaissance immédiate pour celles et ceux qui savent, qui ne veut rien dire pour celles et ceux qui ne savent pas. Donc on est dans un enjeu terminologique assez fort. Au stade où j'en suis, je n'ai pas de terme qui fonctionne, et il me semble que c'est une discussion qu'on avait avec ma collègue Ondine Duché, qu'il faudrait peut-être plutôt redéfinir chaque pratique précisément. Et en plus, le vernaculaire, il y a un enjeu de traduction, de transposition de la recherche anglophone et particulièrement états-unienne en français, et le travail de définition précise est un peu complexe, puisque le terme vernaculaire a un sens très spécifique en anglais américain et ne correspond pas, enfin le mot vernacular en fait a un sens spécifique qui ne correspond pas au mot vernaculaire en français. Et quand on parle de photographie vernaculaire, souvent en français on se réfère au travail de Clément Chéroux qui lui a positionné le vernaculaire en rapport avec l'histoire de l'art. Or le fait que tu dises qu'il y en a beaucoup, toutes ces photos-là sont aux archives, mais pas forcément en lien avec l'art, pose cette question. Jean-Marie Donat avait cette phrase quand il a fondé, il y a 2-3 ans, le Vernacular Social Club. Je lui avais demandé pourquoi il utilise ce terme, et qu'est-ce qu'il voulait dire par là, et il m'avait dit c'est la photographie populaire de petits commerces et de familles, je ne sais plus comment il l'avait dit, mais voilà, à partir du moment où on en fait autre chose. Voilà, c'était sa réponse, qui est intéressante en soi, mais qui ne nous aide pas beaucoup à répondre. Donc non, je n'ai pas de terme, je ne suis pas sûre que ce soit intéressant, mais force est de constater que sur le marché, c'est actif, le vernaculaire reste actif, mais pas à tous les endroits du marché. Il y a aussi, le vernaculaire sert aussi à distinguer la photo ancienne qui coûte cher de la photographie plutôt familiale, les petites photos qui coûtent moins cher, ou la photo aussi un peu 20e, type photo scientifique, etc. Il y a aussi le terme tout simplement de snapshot, je dis tout simplement le terme anglais, qui sert aussi à distinguer la belle photo 19e ancienne et les petites photos du 20e, mais à nouveau c'est un terme plutôt du marché et qui ne fait pas sens une fois qu'on en sort. Merci beaucoup, Rose. Merci beaucoup. Bien, alors c'est l'heure de la conclusion et l'art de la conclusion, j'espère. Quand Emmanuel Fructus m'a invité dans cette histoire, en fait, c'est intéressant qu'on ait fini, grâce à Rose Dure, autour de ces questions de terminologie, parce que on en a beaucoup parlé, c'est-à-dire photo vernaculaire, photo anonyme, etc. Et au fond, on essayait de sortir de ces catégories qui sans doute ont leur utilité, ont eu aussi leur signification très marquée dans des temporalités qui ont changé. Ça c'est le problème quand on est sur Instagram en même temps que... mais c'est encore des images, donc on ne peut pas en vouloir. Et du coup, toute cette question des ambulants, cette question des pratiques, des protocoles, de ce qu'on savait, de ce qu'on ne savait pas, de ce qui pouvait être éventuellement clarifié
autour des conditions de production des images. C'était un peu le cœur des questionnements. Il y avait aussi l'idée qu'on était face à beaucoup d'images, même si le travail d'Emmanuel a consisté à créer des séries, donc avec un nombre que j'ai oublié, mais un nombre d'images pour chaque série, qui était une façon quand même d'alléger la masse et de faire corpus. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup ce qui m'intéresse beaucoup dans ce chantier, c'est au fond que ce sont des objets qui ont longtemps été très faiblement légitimés, très faiblement qualifiés et peu patrimonialisés. Antérieurement, je m'étais intéressé à ces questions par rapport à la caricature et par rapport à ce qu'on appelle dans la bibliométrie, en quelque sorte, les occasionnels, le non-livre, etc. C'est-à-dire tous ces petits objets, les travaux de ville, etc. C'est-à-dire tous ces petits objets qui circulent souvent de manière très intense dans l'espace social et sur lesquels on n'a pas un intérêt très marqué, au point qu'en général, on finit par ne plus les garder parce qu'ils ont vocation à être très rapidement jetés, et que à la Bibliothèque nationale, par exemple, grande institution, on les référence à la liasse et non pas à l'unité, ce qui dit aussi des choses sur la manière dont on construit le rapport aux objets. Et puis, le fait que ce sont des objets qui ne sont pas corrélés à des individus, c'est-à-dire ou à des noms, à des grands noms de la photographie. Je trouvais qu'il y avait une sorte de défi intellectuellement très, très stimulant. Alors, tout ça est un peu l'origine de cette réflexion sur les ambulants, les occasionnels de la photographie, les forains. Bon, mais on a vu aujourd'hui, et moi j'ai vraiment beaucoup appris. Je remercie au nom d'Emmanuel et en mon nom toutes celles et ceux qui ont parlé aujourd'hui et qui nous ont permis de réfléchir, d'avancer. On a beaucoup appris sur les fluidités entre les différents statuts de photographes, me semble-t-il, sur la fluidité aussi entre différents types d'images. Alors ça, Emmanuel, c'est ça encore mieux que moi, c'est-à-dire comment certaines images, finalement, on les regarde et on se demande si c'est un amateur, un forain, quelqu'un qui travaille dans la rue mais qui a un studio, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on avait identifié, mais je trouve que par les propositions qui ont été, propositions méthodologiques en particulier, qui ont été faites aujourd'hui, un certain nombre de ces questions ont pris une autre teneur et une autre tournure, sans doute, à travers notamment les images de photographes photographiants. C'est une source à laquelle je n'avais pas pensé, et je trouve qu'elle est vraiment intéressante. C'est-à-dire que c'est un au-delà de la mise en abîme du sujet, en quelque sorte. Ça dit quand même des choses sur les dispositifs et sur la situation sociale de ces acteurs de la photographie. Et puis, sur les archives. J'étais très, très fasciné par ce qu'Éléonore nous a montré à travers quelques cas comme ça, comment par des archives indirectes mais très productives, finalement, on peut arriver à reconstruire des parcours qui font que cet anonymat de la photographie, il est peut-être pas, enfin de cette photographie, il est peut-être pas absolument définitif. Peut-être que Éléonore va éclairer toutes les pistes, mais sans doute restera-t-il du travail pour les générations futures, c'est heureux. Voilà, donc ça, je trouve que ces propositions méthodologiques, ces propositions de documentation des images et de leurs auteurs, elles se sont marquées aujourd'hui et enrichies. J'ai été aussi très intéressé par ce qu'on a vu ce qu'on a questionné, c'est-à-dire tout ce qui a concerné les catégories, les conditions de production, avec notamment les évolutions de matériel,
les pratiques et les usages. Par exemple, ce que Maxime Boisdier a rappelé en montrant comment les mêmes images pouvaient circuler avec des vocations différentes. Il a parlé de dissémination dans l'espace social, c'est-à-dire que les mêmes images peuvent être envoyées par des militaires qui ont fait partie des troupes qui ont dû réprimer les manifestations, ont pu être utilisés peut-être même par certains grévistes, utilisés à charge comme une sorte de photographie policière ou judiciaire. Donc ça dessine un arc d'usage qui est évidemment très intéressant, surtout si on réfléchit au fait que beaucoup de ces photographies qui au départ, en tout cas dans la collection qu'Emmanuel a constituée, ce sont des cartes photos, donc elles ont un usage initialement, en tout cas prévu pour être postal et privé. Donc on voit qu'il y a là un élargissement des pratiques. Il y a la question des récurrences qui m'a semblé traverser un peu les différentes communications qu'on a pu entendre. Et ces récurrences sont évidemment l'expression d'une culture. Et puis, les temporalités et les géographies. Alors, je pense que peut-être, il y a du point de vue des géographies, des espaces sociaux, il y a des choses vraiment intéressantes qui ont été dites. Je pense qu'un point aveugle peut-être, mais c'est pas du tout un reproche, c'est juste que je bats notre coulpe, je m'auto-flagelle publiquement, mais je trouve que, par exemple, l'espace colonial n'a pas du tout été abordé. C'est quelque chose à quoi on pourrait essayer de réfléchir. Quelqu'un comme Manuel Charpy, par exemple, a tout un travail en cours sur et autour et à partir de la photographie dans les sociétés en situation coloniale, en particulier en Afrique subsaharienne. Donc je crois qu'il y a là sans doute quelque chose qui compléterait le rapport géographie urbaine, géographie rurale dans l'espace métropolitain. Et puis, donc les temporalités, oui, latentes, ça m'a... Ouais, je rappelle un peu, j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais je trouve que l'attente, parce qu'on est tellement dans une société de la productivité ou de l'imaginaire de la productivité permanente qu'on a un peu l'impression que les gens font de la photo, les ambulants font de la photographie toute la journée, ils se couchent très tard, ils se lèvent très tôt, et en fait, il y a aussi des moments où ces photographes sont désœuvrés. Ils sont photographiés dans ce désœuvrement, mais ce désœuvrement dit aussi des choses sans doute sur leur fonctionnement et sur le contexte économique qui est le leur. Voilà. Et je crois que toutes ces questions, elles permettent donc de mieux saisir des corpus, des parcours biographiques et professionnels, des imaginaires qui ne sont pas que positifs et que négatifs, c'est-à-dire qu'il y a l'ambulant, le forain, le vagabond, c'est toujours un imaginaire un peu inquiétant, et ces gens ont été d'ailleurs en général surveillés, voire plus, mais il y a aussi évidemment des imaginaires positifs, et peut-être que, je sais pas, Panaiti Strati, par exemple, j'aimerais, mais parce que c'est un écrivain qui me fait un peu rêver, j'aimerais que finalement on réfléchisse à ça, c'est-à-dire aussi peut-être au fait qu'il y a une espèce de dimension épique malgré tout, que ça fait partie d'une sorte de légende peut-être, mais je ne connais pas assez la vie d'Istrati et la bibliographie pour voir dans quelle mesure il y a une prise qui serait possible de ce point de vue-là. Et puis, alors surtout, j'ai quand même l'impression qu'on a désinvisibilisé, si j'ose dire, des individus en proposant des approches. Éléonore parlait de portrait de groupe. Je crois que c'est une notion que tu as convoquée à un moment. Voilà, c'est-à-dire qu'on a fait aussi sortir alors peut-être pas des individus toujours avec des noms, mais en tout cas avec des situations, avec des contextes dans lesquels ils sont actifs, avec des situations sociales. Et tout ça est important, sans oublier de parler
finalement de ce qui s'est joué depuis 20 ans, 30 ans peut-être, autour de ces initiatives de patrimonialisation très nombreuses et assez variées. Je pense à la collection Bossy qu'évoquait Maxime au Musée d'histoire vivante de Montreuil. Je pensais évidemment à ce que vous avez dit, Sylvain Besson, sur le musée Niepce. Alors c'est presque romanesque, hein, cette idée que tous les jours des gens viennent déposer des valises de photos et que vous les accueillez. Je trouve ça assez fascinant. Et puis l'idée qu'il y a un marché ou des marchés avec toutes sortes d'agents qui qualifient des objets en les vendant, en les achetant, en les remettant en circulation, en constituant des séries. Tout cela dessine en fait une sorte de... des sortes de schémas de patrimonialisation qui sont quand même apparus à certains moments dans plusieurs... un peu en filigrane parfois, mais qui sont apparus dans plusieurs communications. Alors, je crois qu'il reste peut-être une question, en fait, qui pour moi... il reste une question, il reste tant de questions et si peu de réponses, mais il y a une question qui peut-être me vient à l'esprit à l'issue de cette journée, et qui est finalement une manière de revenir à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire la masse. La masse de ces photos, de ces images, produites sans doute par une masse d'opérateurs, et qui engage, me semble-t-il, la qualité du regard ou des regards que nous pouvons porter sur ces images. Et j'ai l'impression qu'on est là on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que soit c'est une archive sociale, c'est une immense archive sociale, qu'on peut lire et qu'on peut, un peu comme disait Baudelaire, en fissurant la masse, quoi. Voilà, il faut essayer de traverser ça, qu'on peut lire par toutes sortes de clés, c'est-à-dire on peut y voir... je ne sais plus qui parlait des photos de marcheurs en disant on y voit des choses sur la manière de se vêtir pendant l'occupation, par exemple. Bon, c'est une manière de retraverser le corpus. Ça peut être aussi sur ce qui a été dit aussi par rapport à des localités, des lieux, des identités. Voilà. Donc une archive sociale, un rapport à la photographie, un rapport aussi à l'image de soi. Ça, c'est une sorte de première option. Et puis, il y a une autre option quand même qui apparaît fortement. On pourrait dire c'est l'effet du corpus, mais c'est pas que l'effet du corpus, parce que ça repose quand même, je crois que le mot a été prononcé une fois ou deux, ça repose un peu sur une obsession. Et sur quelque chose qui tient à... Alors, je sais, quand on fait des corpus, on est forcément un peu obsédé, parce que sinon on ne fait pas de corpus, on tourne autour, on fait semblant. Mais ça tourne quand même autour de quelque chose qui structure, en fait, cette obsession, qui est le protocole. Donc l'effet de série, comment construire de la série, de la sérialité, jouer avec la répétition, et à la fin, arriver à un protocole. Un protocole une sorte de règle qui permet de constituer ces ensembles. Et en fait, dans cet entre-deux, je me demande si on n'est pas inévitablement un peu prisonnier d'une tentation qui est celle de l'artification, c'est-à-dire de tendre vers un ennoblissement de ces démarches, donc un regard nécessairement plus artistique, plus esthétisant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un processus auquel peut-être on n'échappe pas et dont on est peut-être soi-même praticien, en quelque sorte tout en y résistant, mais en essayant de le maîtriser, mais en étant un peu condamné à le subir, ce qui n'est pas grave du tout, je rassure tout le monde. Voilà. Alors, oui, toi, c'est aussi ta démarche, c'est-à-dire une démarche de mise à distance. Voilà, la neutralité, je sais pas, parce que la neutralité, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas plus qu'au reste, mais en tout cas, une mise à distance, oui, qui permet d'essayer de maîtriser les choses. Voilà, le fruit de mes
réflexion au terme de cette journée. Vous voyez, c'est un peu confus. Mais j'ai trouvé que c'était une journée particulièrement enrichissante. Je voudrais remercier Emmanuel de m'avoir invité à embarquer dans cette aventure. Je voudrais remercier Anne Lacoste pour l'accueil fait à cette journée, l'Institut pour la photographie et toute l'équipe qui a magnifiquement organisé les choses, et puis les Archives nationales du monde du travail où nous sommes pour leur accueil, parce qu'en fait c'était une bonne idée de venir parler de ce sujet dans cet endroit. Merci beaucoup, et merci évidemment à toutes celles et ceux qui sont venus et restés jusqu'au bout, qui sont donc des héros. Je me permets juste d'ajouter dans les remerciements. Merci Lisa Antoine, sa première journée d'études organisée à l'Institut, malgré la fièvre. Bravo, merci beaucoup. Je remercie aussi à la communication Florentine Bijard et Victor, et aussi Andrea, qui avait participé aussi à l'organisation de cette journée avant de prendre ses nouvelles fonctions. Merci à toute l'équipe.